On croit souvent que le prix se calcule un petit peu comme une recette de cuisine. Surface, état général, nombre de pièces, étage du bien, bref. La vérité est bien plus capricieuse. Derrière chaque prix se cache un labyrinthe de vérités cachées, de signaux invisibles, de détails subtils qui transforment une estimation correcte en positionnement stratégique. Alors évidemment, ces indicateurs ne se trouvent pas dans les simulateurs en ligne, vous l'aurez compris, ni même dans les colonnes des journaux locaux. Ils se nichent plutôt dans l'air du temps, dans la psychologie locale, dans les petites variations du marché, et par conséquent, les ignorer, c'est se tromper d'étage. En revanche, les comprendre, c'est s'armer d'un avantage considérable. J'ai donc trouvé pas moins de 7 indicateurs qui vont vous permettre de trouver convenablement votre prix de vente et le prix juste, le bon compromis entre gain et rapidité. Et on va commencer avec le premier indicateur qui est le micro-marché. Qu'est-ce que c'est que ce micro-marché? De manière générale, vous allez remarquer que parfois, sur certains programmes de promotion immobilière ou sur certaines promotions immobilières sur des maisons, vous avez des maisons qui sont strictement identiques lorsqu'elles ont été construites ou des appartements qui sont strictement identiques et pourtant, il y a quand même un écart de prix entre l'un et l'autre. Eh bien, par exemple, il y a de ça quelques mois, j'ai eu un promoteur qui m'avait contacté dans un programme dans la haute montagne du côté des Alpes et qui m'avait permis, en fait, qui avait déterminé qu'il avait pu valoriser le prix d'une vue. Parce que oui, il avait construit une espèce de tour où il y avait 4 niveaux. Au 4e niveau, on avait la possibilité de voir effectivement d'avoir une vue absolument magnifique sur la montagne. Et il s'avère que 2 étages en dessous, vu qu'on avait des arbres, on ne voyait strictement rien. Et par conséquent, c'est ce niveau qu'il avait mis tout au-dessus, il l'avait mis à 450 et il avait pu le vendre extrêmement rapidement. Il avait mis un poil en dessous, 440 000 euros, l'appartement qui était 2 étages en dessous, et il s'est aperçu qu'il avait absolument pas pu le vendre et qu'il avait finalement baissé son prix pour trouver un point d'équilibre à 420 000. Ça voulait dire que la vue, juste ça, avait une valeur entre guillemets de 30 000 euros. Eh bien, ce qui est vrai pour ce promoteur est aussi vrai, par exemple, dans sur votre bien immobilier. Vous pouvez vous dire, mais tiens, moi, la maison de mon voisin, je l'ai déjà vue vendue à ce prix-là, à 150 000 euros, donc la mienne, vu qu'elle fait à peu près, elle a été construite au même moment, au même endroit, et par conséquent, je vais en demander le même prix parce qu'elle a les mêmes caractéristiques. Pas forcément. Peut-être que cette maison-là est plus ensoleillée. Peut-être que cette maison-là a été vendue à l'époque un petit peu folle de la bulle immobilière de 2019, entre 2019 et 2022. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le cas. Peut-être que celle-ci avait eu une belle rénovation au niveau des finitions et c'est peut-être pas la vôtre, peut-être pas votre maison, ou l'inverse, peu importe. En tout cas, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut déterminer. Et parfois, au sein même d'un quartier, au sein même d'une rue, vous pouvez avoir des micro-marchés parce que, ce bâtiment-là est réputé pour être quelque chose d'un peu bourgeois et celui qui est juste à côté, est réputé pour être un petit peu plus problématique. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et parfois, effectivement, quand on veut mettre un prix sur son bien immobilier, il ne faut pas se contenter, entre guillemets, du produit en croix, de la multiplication surface par mètre carré médian. Ça ne marche absolument pas comme ça. Et aujourd'hui, les acquéreurs, d'ailleurs, sont beaucoup plus durs. Donc, attention quand même d'avoir conscience de ces micro-marchés, d'avoir conscience de ces micro-particularités qui sont propres à votre bien. Tous les biens sont, entre guillemets, uniques par définition. Et donc, il faut quand même avoir conscience de ça. C'était le premier point, donc les micro-marchés. Deuxième point qui va avoir de l'importance par rapport aux indications du prix juste, c'est le timing. Alors oui, de manière générale, on suppose que la période faste de l'immobilier, ça commence à peu près à la mi-mars. On a vraiment des gens qui commencent à revenir sur le marché et ça va aller jusqu'à la mi-juillet. Pourquoi? Parce que les gens ensuite partent en vacances. On a une période qui est très très délicate, ensuite qui est de la mi-juillet à août. Ensuite, normalement, ça repart très très fort du côté de septembre, sauf si on a des petites difficultés politiques qui font que, effectivement, des acheteurs qui ont peur. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, à quel point les gens font attention quand même au contexte politique, plus que le contexte économique ou je sais pas quoi, mais vraiment sur le contexte politique. Moi, j'ai ça en tête, c'était la crise des Gilets jaunes. Si vous voulez, j'avais plusieurs compromis, donc c'était à l'époque, c'était en 2018, c'était fin d'année, c'était novembre, décembre 2018. J'avais eu plusieurs compromis qui avaient claqué parce que les gens avaient eu peur au moment où ça avait pété dans les rues de Paris, si vous voulez, alors que moi, je suis quand même proche de la frontière suisse, du côté du Haut-Doubs. Donc, vous imaginez un peu la distance qu'il y a entre les deux événements. Oui, mais voilà, ça faisait l'actualité, ça faisait peur, et donc du coup, j'avais quand même eu des dossiers qui avaient claqué à cause de ça. Dites-vous bien que les gens y font attention et que effectivement, s'il y a des difficultés sur le mois de septembre et puis on n'y est pas, c'est possible qu'on ait des problèmes en ce moment sur notre mois de septembre. Ça se peut que donc du coup ça durcisse un petit peu votre transaction immobilière, mais quand même ça a de l'importance et donc le timing normalement septembre est plutôt bon, sauf peut-être cette année 2025 qui peut être problématique.
En général, donc on a cette période qui est plutôt, on va dire, moyenne, donc de septembre jusqu'à la mi-décembre, où on a de la transaction. Et effectivement, de mi-décembre, on va dire jusqu'à la fin janvier, c'est un peu plus compliqué. Ça redémarre un tout petit peu février et jusqu'à la mi-mars. Mais de manière générale, c'est un peu ça, la période faste, entre guillemets, si vous devez en retenir qu'une. Effectivement, c'est de la mi-mars à la mi-juillet. Là, vraiment, on a la transaction. Pourquoi? Parce que les familles en profitent pour prévoir l'année scolaire suivante. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Donc il y a quand même une notion de timing lorsque vous faites de la transaction immobilière. Et oui, il y a des moments qui sont un peu mieux que d'autres. C'est pour ça que je dis qu'il faut en général essayer d'éviter les périodes, on va dire, de creux. Cela étant dit, j'ai un contre-exemple parce que l'un de mes meilleurs mois en tant qu'agent immobilier, bon, il s'avère que je fais pas que de la résidence principale et que je fais aussi beaucoup du produit d'investissement. Donc là, c'est un peu d'autres mécaniques. Mais en ce qui me concerne, moi, mon meilleur mois, ça avait été un mois de février en l'occurrence. Ça n'avait pas été spécialement un mois d'avril ou un mois de septembre. Peu importe. En tout cas, voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Donc attention un peu à ces périodes. Vous avez des saisonnalités en immobilier, essayez d'y faire attention. Si vous avez la possibilité d'attendre quelques mois, pourquoi pas. Si vous avez la possibilité de rapprocher votre commercialisation, pourquoi pas non plus si vous voulez profiter entre guillemets d'un beau lancement sur une de ces périodes. Une autre indication, évidemment, troisième indicateur qui détermine le prix. Dites-vous bien qu'une annonce, et ça c'est vraiment l'effet de nouveauté, la durée d'annonce n'est jamais aussi mordante que lorsqu'elle vient d'être publiée. Alors là, vous pouvez vous dire, oui, mais alors d'accord, mais alors ça dure combien de temps? Eh bien, de manière générale, ça va durer, moi c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai calculé, c'est 45 jours. Vous avez 1 mois et demi pour avoir une offre, on va dire, au prix où vous en voulez. À partir du moment que vous n'avez pas réussi à avoir d'offre sur cette période-là, sur 45 jours, pour moi, dans la plupart du temps, il convient d'ajuster votre prix ou d'ajuster votre commercialisation ou d'ajuster quelque chose parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que votre annonce aura passé 45 jours sur les différents portails, tout le monde l'aura vu, tous les acheteurs chauds les auront vus et dans la mesure où l'annonce existe encore, alors on va commencer à avoir un parfum de doute sur votre annonce. 1 mois de commercialisation, c'est pas très grave, quelques semaines, c'est pas très grave, mais de manière générale, un bien qui est au bon prix et qui a la bonne communication part relativement vite, même encore aujourd'hui en 2025. Passé ces 45 jours, votre annonce commence un petit peu à être moulinée et essayez d'y faire très attention. De manière spontanée et générale, les acheteurs supposent que votre annonce est déjà fatiguée et que de toute façon, si elle est toujours là, c'est qu'il y a un problème. Un autre indicateur qui me paraît important, eh bien tout simplement, c'est les prix ronds. Vous n'avez pas idée des dégâts que les prix ronds font. Par exemple, moi j'ai déjà eu des cas où effectivement on avait placé un bien qui était à 300 000 euros. Et on avait juste fait une petite baisse, on l'avait baissé entre guillemets de 2 000 euros, on l'avait mis à 298, à 300 000 euros, je n'avais absolument aucun appel, et à 298, juste en réajustant un tout petit peu, eh bien on s'est pris beaucoup d'appels. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens utilisent la réglette, entre guillemets, pour essayer de présenter le bien sur les différents portails, et donc du coup, s'il est à 300 000 et qu'on exclut les 300 000, eh bien il n'apparaît pas. Or, lorsqu'on va être à 298 ou 299, eh bien, il va apparaître. Donc, attention à ce prix, au prix rond de manière générale, donc les 250, 275, 300, bref, tous ces prix-là sont un peu bêtes, et d'autant plus qu'ils font un petit peu arbitraire. D'ailleurs, ça c'est un autre truc dans la mesure où vous êtes acheteur, parce qu'évidemment que lorsqu'on vend, eh bien, il faut aussi se placer du côté un petit peu acheteur. Si vous êtes acheteur, parce que vous faites un pré-relais, eh bien, évitez de faire des propositions de prix avec justement des prix ronds parce qu'on a l'impression que c'est arbitraire et donc du coup, c'est un peu bête. Alors que si vous faites une offre, par exemple, sur un bien qui est affiché à 298 et que vous faites une offre, je sais pas moi, à 291, 428 euros, eh bien, votre vendeur pourrait supposer que votre prix a été calculé. Et là, c'est un peu la même idée, bien que là, il y a plus une dimension psychologique. Par exemple, typiquement, en business en ligne, on a tendance à dire qu'il faut que notre chiffre de vente finisse par 7. Ici, en immobilier, peu importe que ça finisse par 7, par 8 ou par 9, de manière générale plutôt par 9, mais si les grandes marques se font exprès, on va dire, de décaler d'un centime, c'est pas pour rien, c'est que vraiment ça fonctionne. Il y a quelque chose dans la psychologie humaine de se dire que j'ai acheté une maison pour moins de 300 000 euros par exemple, c'est bête, mais que voulez-vous, c'est ainsi, et vraiment avoir ce manque juste d'ajustement pour 1000 euros et risquer de griller son annonce juste parce qu'on a un prix rond, c'est un peu dommage. Et dans la plupart des cas, juste en faisant ce réajustement, parfois vous pourrez retrouver bien quelque chose d'un petit peu plus mordant sur votre annonce immobilière. Mais en tout cas, ça dit quelque chose. Les prix psychologiques sont importants et disons que c'est une petite optimisation que dans le monde actuel, on ne peut pas se permettre de ne pas faire. Donc voilà, essayez d'y faire attention aux prix psychologiques parce que ça peut poser des soucis. 5e point, analyse discrète des biens invendus. Vous allez mettre votre bien à la vente.
Il s'avère que vous avez peut-être regardé un peu ce qui se fait en ce moment sur les différents portails et vous vous apercevez qu'il y a d'autres biens qui sont à la vente. Eh bien, moi, je vous invite, dans la mesure où vous avez vraiment un projet, à regarder un petit peu l'antériorité des annonces, essayez d'y faire gaffe, parce que chaque annonce qui ne se vend pas est une indication. Alors évidemment, parfois dans les villes, c'est un peu compliqué d'aller analyser les micro-secteurs, les micro-marchés, mais en tout cas, vous pouvez faire ça au niveau des prestations. Vous pouvez voir en tout cas quel type d'annonce sort rapidement, quel type d'annonce ne sort pas. Ça vous donne à chaque fois une leçon. Un bien qui ne se vend pas, c'est une leçon systématiquement. Et j'ai beaucoup parfois de vendeurs qui me disent, ben voilà, regardez, ce bien-là est affiché à ce prix-là, donc le mien vaut ça, il y a ça qui est à vendre, ça qui est à vendre, ça qui est à vendre, ça qui est à vendre. Et je dis, ben oui, tout ça c'est à vendre. Donc, ce n'est pas vendu. Et puis pour peu qu'ils soient sur mon marché ou sur un marché que je suis depuis longtemps, je leur donne une information en plus, je leur dis, vous savez, ce bien-là, ça fait parfois 1 an qu'il est à vendre. Et même s'ils ont effectivement tourné, d'ailleurs ce bien-là, il était déjà dans 3 agences différentes, voire même 3 agences différentes en même temps. Donc du coup, attention à ça, parce que tout ça, ça nous donne des indications à la fois sur le bien, mais également sur le vendeur. Et si vous ne voulez pas être dans la même situation que ces biens-là qui sont morts sur le marché, je vous invite également à regarder précisément ce qui se passe et pas seulement à regarder vite fait, ce bien-là, il est à vendre, je vois qu'il est affiché à 2000 € du mètre, le mien, je trouve qu'il est en meilleur état que celui-ci, donc je vais le mettre à 2100 € du mètre. Très bien, je fais ma multiplication et puis de toute façon, ça devrait se vendre. Ça ne marche absolument pas comme ça. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a encore beaucoup de gens qui pensent de cette manière. Donc, essayez d'y faire attention. Chaque annonce qui n'est pas vendue vous donne une leçon gratuite. Franchement, profitez-en. Et c'est de l'information, franchement, qui ne coûte pas cher, qui prend juste un petit peu de temps à analyser. Et faites-vous accompagner d'un agent pour pouvoir un petit peu décrypter tout ça. Un autre indicateur, le 6e en l'occurrence que j'aime bien, c'est le signal invisible des visites groupées. Dans la mesure où vous voulez tester votre bien, il conviendrait d'avoir quand même quelques acquéreurs qualifiés qui pourraient venir voir votre bien. Et de cette manière, même si vous n'avez pas encore fixé de prix, vous avez certains agents qui commencent à faire ça en France, et je trouve que c'est plutôt intelligent. Ils vont aller proposer le bien à leur base off-market, et ils vont directement aller proposer une visite à leurs acquéreurs, alors même qu'il n'y a pas encore de prix. Ça, je l'ai constaté il y a vraiment pas longtemps, et effectivement, c'était plutôt malin de le faire. Et donc, de cette manière, les acquéreurs, ça se fait beaucoup en investissement locatif, mais je pense que ça peut se faire également sur les résidences principales, et c'est entre guillemets l'acquéreur qui va dire, écoutez, moi, ce bien-là, effectivement, il pourrait m'intéresser, mais à partir de ce prix-là. Et de cette manière, dans la mesure où il y a d'autres acquéreurs qui sont là un peu en même temps, on va essayer de faire des visites un peu groupées, c'est un peu ce que je me suis ramassé, je vais pas vous mentir, lors d'une chasse pour un de mes clients. Du coup, j'avais pu donner comme ça mon ressenti par rapport au prix que je pense que le bien vaudrait réellement. Alors, il s'avère que moi, j'étais un agent, mais l'autre agent qui me faisait cette visite n'était pas forcément au courant. Mais ici, sur des biens de cette manière, vous pourriez essayer de faire une annonce, quelque chose un petit peu off-market, ou à des gens que vous connaissez, essayer de grouper un peu tout ce petit monde et essayer d'avoir un peu cette indication par rapport à votre prix. Alors attention, parfois vous allez avoir des touristes qui vont venir vous faire des offres, mais de manière générale, un agent qui va commencer à vous prendre en mandat et qui va commencer à travailler votre dossier de vente va avoir un espèce de délai avant lequel il va officiellement publier une fois qu'il aura tous les documents. Dans ce délai, il n'y aura pas forcément de prix qui va être directement indiqué, mais il va en parler à sa base acquéreur, voire même faire un lancement pendant un week-end, par exemple, une espèce de barbecue. Et à ce moment-là, il va y avoir plein de gens plus ou moins qualifiés qui vont venir potentiellement faire des offres. Et là, on voit si l'agent a vraiment réussi à susciter un intérêt grâce à des photos et grâce à quelques prestations au travers de votre bien. Et à ce compte-là, on peut savoir quel est le vrai prix du bien. Et très souvent, c'est ça la meilleure manière d'avoir quelque chose d'à peu près juste. Une technique qui est difficile à faire, ça demande un petit peu de off-market, mais même en tant que particulier, avec un peu de méthode et un peu d'ingéniosité, vous devrez pouvoir y arriver, surtout si vous êtes en copropriété. Donc voilà, vous avez ce 6e indicateur qui est en train de se développer, qui je trouve est plutôt malin, je voulais vous en faire part. Le 7e indicateur, et celui-ci c'est quand même pas des moindres, dites-vous toujours que ce sont les acquéreurs qui vont vous dire quel est réellement le prix de votre bien. Je ne dis pas que vous allez accepter leur offre, mais de manière générale, à un instant T donné, ceux qui déterminent le prix juste d'un bien, c'est toujours les acquéreurs. Ce ne sont pas les vendeurs, ce ne sont pas les agents, ce sont les acquéreurs qui vont vous faire des offres ou qui ne vous en feront pas. Mais cela étant dit, il faut être capable de comprendre quels sont les signaux que nous envoient ces acquéreurs. Et de manière générale, évidemment que vous avez déjà affiché votre prix. Alors l'idée, et c'est ça le travail de l'agent, c'est d'essayer de voir leur réaction durant la visite notamment, ou même lors de la commercialisation. Est-ce que les appels arrivent vite? Est-ce que les offres tombent vite? Quelle est la tonalité des questions posées pendant la visite? Parce que très souvent, on a des visites où les gens ne disent absolument rien. On sait tout de suite qu'on va rien faire avec eux. Est-ce que les questions, elles tombent assez rapidement? De manière générale, un acquéreur qui est chaud, il va commencer à poser plein de questions sur le bien. Et tout ça, c'est un langage subtil qui demande d'être décrypté par ou l'agent immobilier
ou par le vendeur lui-même. Et si vous êtes attentif, vous allez pouvoir tout de suite savoir si votre prix y est compétitif ou s'il est clairement excessif. Le problème lorsque vous êtes vendeur, c'est que vous avez des chances de vous laisser un peu embarquer par l'émotion puisque ce bien est le vôtre. Typiquement, j'avais accompagné quelqu'un par rapport à la vente de son bien, on avait fait une communication durant un vendredi soir et il s'avère que le week-end, il a eu un flot d'appels absolument monstrueux. Et donc, il s'est dit non, je vais retirer du coup mon annonce et on va en remettre une autre beaucoup plus chère. Parce que si ce bien-là est affiché à ce prix-là, ça veut dire que tout simplement, je ne suis pas au bon prix et donc, en réalité, je ne suis pas assez cher. Alors, ça peut être le cas, mais pas forcément. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit qu'on a meilleur temps de trier des dossiers que l'on avait en fonction de ce qu'on avait. Et au final, il a retiré son annonce. Il l'a mis 25% plus cher. Vous m'avez bien entendu. Et là, finalement, il a fini par griller son annonce. Pendant 45 jours, il n'avait il avait eu effectivement ses coups de fil où il avait changé le prix. Donc, du coup, il avait déçu tout le monde. Et donc, il avait en fait grillé son bien. Et au final, il avait quand même pu vendre, mais au bout de 4 mois, alors que finalement, on aurait pu vendre assez rapidement. Et au final, l'offre qu'il a eue au bout de 4 mois, était redescendue dans l'offre qu'on avait eue, dans le prix qu'on avait affiché à la base. Donc bon, il a juste perdu 4 mois dans l'affaire, mais c'est pour vous dire quand même qu'il faut vraiment savoir lire ces choses-là et surtout ne pas se laisser embarquer par ses émotions. Voilà un peu pour les 5 indicateurs. Dites-vous bien que le prix, c'est comme un écosystème. En conclusion, c'est ça que vous devriez retenir. Les indicateurs, ils ne sont pas isolés, ils s'additionnent entre eux. Dites-vous qu'un micro-marché favorable combiné au bon timing peut transformer un bien, on va dire, standard en une vente rapide et efficace. Tout comme un prix psychologique mal choisi, cumulé à une durée d'annonce, on va dire, un peu excessive, ça peut s'aborder un bien qui pourtant a de belles qualités. Donc le prix, c'est pas un chiffre unique, si vous voulez. C'est un écosystème où chaque détail compte. Et ceux qui savent lire un peu ces signaux cachés, disposent d'une boussole que les autres ignorent. C'est normalement le travail de l'agent. Et dans la jungle immobilière, croyez-moi qu'une boussole, ça peut être utile. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'évidemment qu'on va avoir le 3e chapitre d'ici quelques jours. Ciao, ciao, ciao!